Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Mathieu Nicole, secrétaire général de la CGT des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique, évidemment, comme chaque matin dans la matinale. J'avais envie de vous entendre sur le nouveau gouvernement, Mathieu Nicole, entendre vos observations, vos commentaires autour de ce nouveau gouvernement que l'on annonce déjà très libéral. Moi j'ai un seul qualificatif, je dirais, c'est réactionnaire. Voilà, on nous a là c'est quand même, on nous a fait un sacré coup cet été, je dirais. Macron a bien réussi à nous faire un sacré coup en attendant 75 jours quasiment pour nommer un Premier ministre issu d'un parti politique qui a pris une sacrée veste aux dernières élections législatives. Et puis, il a fallu attendre 15 jours de plus, voire presque 3 semaines pour découvrir le week-end dernier la liste des membres du gouvernement. Et là, pour le coup, c'est vrai que on est tombé sur nos chaises. On est tombé de nos chaises, pardon. C'est que un gouvernement en grande partie constitué une fois encore des mouvements politiques qui ont perdu les dernières élections. Donc du LR, du Renaissance, du centriste, et puis un représentant d'un des partis de gauche. Voilà. Et puis on a quand même tous fait un effort, surtout la jeunesse est allée voter lors des législatives pour faire barrage au Front National. On a tous fait Front populaire, Front républicain, pardon, pour s'opposer à l'accession du Rassemblement national au gouvernement. Et puis finalement, Macron nous impose un ministre adoubé par le Rassemblement national. Donc tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment je pense que ce sera quelque chose qui marquera la Ve République. Vous n'avez pas compris finalement que le président de la République ne choisisse pas Lucie Castet qui avait été choisie par la gauche pour possiblement être Première ministre. Alors on a compris pourquoi il le faisait pas. Par contre c'est vrai c'est tout à fait anormal. Dans n'importe quelle démocratie en Europe, il aurait fallu que ce soit la coalition qui arrive en tête des élections législatives qui puisse avoir un Premier ministre issu de son camp. C'est les choses les plus normales, les plus classiques, et c'est ce qui se fait d'habitude depuis le début de la Ve République. Donc par contre, on a compris pourquoi il ne l'a pas fait, évidemment. Le programme du NFP, vous l'avez noté, la CGT l'a soutenu dès le départ. La CGT, elle est indépendante des partis politiques, je vous le rappelle, mais elle n'est pas neutre. Et on s'est retrouvé bien plus dans le programme proposé par le NFP que dans le programme proposé par les autres camps qui étaient candidats aux législatives. Et donc évidemment que Macron n'allait pas choisir Lucie Castet pour mener à bien la politique dans ce pays, puisqu'elle est complètement à côté des objectifs de Macron depuis qu'il est président de la République. Avec des Français qui se sont exprimés aussi, qui ont voté pour le Rassemblement national, près de 11 millions, c'est pas anodin. Il y a une grande colère, on l'aura compris, mais il y a aussi, on l'aura noté, en tout cas les observateurs, qu'il y a un vote d'adhésion aux idées du Rassemblement national. Est-ce que là aussi, il se passe quelque chose, il y a un changement dans les mentalités françaises, changement qui est de nature à vous inquiéter ? Alors, tout à fait. Il y a d'abord en effet la réaction, mais on l'avait dit à tous les élus qu'on a rencontrés lors des luttes contre la réforme des retraites. On les avait prévenus, tous ces députés des Côtes d'Armor qui soutenaient la réforme, que c'était d'enrichir le terreau du Rassemblement national que de nous imposer, contre l'avis du peuple, de nous imposer une telle réforme. Ça n'a pas raté, mais en effet, il y a aussi un vote d'adhésion, parce que vous l'avez noté aussi, comme depuis quelques années, le Rassemblement national a un petit peu tendance à taper dans les revendications de la CGT parce qu'ils ont, eux, compris qu'il fallait, on va dire, aborder les sujets sociaux et sociétaux revendiqués par la population, et qu'il fallait aborder ces sujets, les porter dans leur programme pour obtenir des voix. Par contre, ce qui nous différencie, on va dire, le Rassemblement national de la CGT, c'est qu'ils n'apportent aucune solution pour les financer, puisque d'un côté, ils vont soutenir l'augmentation des salaires, mais en diminuant les cotisations sociales, qui nous permettent pourtant de financer notre protection sociale. Et puis ils vont s'opposer à la réforme des retraites. Ils proposent l'abrogation, mais ils ne proposent pas de solution en face pour financer nos retraites, alors que la CGT nous en a vraiment énormément de propositions. Donc il y a
Et puis enfin, les extrêmes droites en général, de toute façon dans le monde entier, elles profitent de tout ce qui est peur de déclassement, déception, détresse sociale, et c'est ce qui se passe en ce moment en France. Donc forcément et puis on a essayé la droite pendant des décennies, on a essayé la gauche avec François Hollande qui a trahi ses promesses. Et l'espoir qu'on portait en la gauche à ce moment-là. Donc évidemment, les gens, beaucoup se disent on n'a pas essayé l'extrême droite. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais c'est aussi en effet un vote d'adhésion parce que c'est la grande imposture du Rassemblement national, c'est de reprendre des revendications, reprendre les soucis qu'ont le monde du travail en général, et puis par contre à côté d'être en incapacité de faire des propositions pour les financer. Alors on a des propositions qui sont faites, alors cette fois-ci par le gouvernement Barnier, en termes de fiscalité en particulier. On a entendu beaucoup de choses ces derniers jours. En tout cas, il serait peut-être possible que les plus riches paient un peu plus et que les plus modestes paient un peu moins d'impôts. Ça, c'est plutôt une idée de gauche, non ? Tout à fait, alors c'est vrai que c'est assez surprenant quand il a repris ses propos, et il a insisté sur ce point, parce que ça c'est quelque chose que nous portons à la CGT sur nos tracts depuis que j'y suis en tout cas, ça c'est sûr, sur une amélioration, un meilleur partage des richesses, puisque ce n'est pas, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en tout cas, nous dans nos formations, on le rappelle bien, il y a des statistiques de l'INSEE qui les appuient, c'est que plus les entreprises sont riches en France, et moins elles payent d'impôts en France. Le taux d'imposition est différent. Nous, on est soucieux des conditions de l'artisanat, des petites entreprises, des TPE notamment, qui vont avoir leurs élections bientôt. On est soucieux de ces entreprises-là, même des PME, des très petites entreprises sur le territoire des Côtes-d'Armor. Mais par contre, c'est vrai que des grands groupes du CAC 40 notamment, et puis des groupes très connus comme CMA, CGM, qui ont fait des milliards pendant le Covid, ou Total Energy Company, ces groupes-là ne payent quasiment pas d'impôts, en fait, en regard des bénéfices qui se font tous les ans. Et donc, depuis longtemps, nous on milite, en fait, et on revendique de taxer les profits, de taxer les bénéfices énormes, et puis de diminuer la part de dividendes reversés aux actionnaires par ces entreprises, les groupes de crèches, dont on parle actuellement aussi. On va en parler d'ailleurs de la santé tout à l'heure. Que Michel Barnier reprenne cette idée, c'est une chose, alors après qu'il l'applique, s'en sera une autre. Avec aussi l'idée de renflouer les finances, l'état de la France, en tout cas des finances de la France, est très grave, dixit là encore Michel Barnier. Est-ce qu'il y a des inquiétudes là aussi des formations syndicales et de la CGT en particulier avec ces restrictions budgétaires qui peuvent arriver, et peut-être cette cure d'austérité, on l'imagine en tout cas. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi pour le monde du travail ? Alors, des cures d'austérité, c'est vrai qu'on en a vécu quand même plusieurs depuis les gouvernements successifs ces dernières années. Alors, on peut pas en même temps avoir une bonne santé financière et en même temps avoir eu tout ce qu'on a eu pendant le Covid, notamment le quoi qu'il en coûte. Donc, à un moment donné, forcément, qu'il a fallu aller creuser dans les tiroirs des finances de l'État. Mais à la CGT, ce que l'on a conscience, c'est que la dette, elle est normale, la dette, elle est justifiée à partir du moment où l'argent qui est dépensé est bien dépensé. On ne gère pas un pays comme on gère les comptes de pères de famille. C'est que là, la dette, elle roule. Donc ça fait des décennies que la France s'endette et contracte des emprunts. Ils sont remboursés au fil du temps, et puis la dette, elle roule. C'est quelque chose de normal. N'importe quel économiste qui n'est pas trop sous les fourches codines du gouvernement vous dira que c'est tout à fait normal. C'est même sain d'avoir une dette. C'est le chiffre qui fait peur, peut-être 3 000 milliards. Voilà, alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les fameux 3% imposés par l'Europe, en fait, c'est juste un chiffre qui a été décidé en coin de table, donc il faut s'en affranchir. D'ailleurs, il me semble que Macron, il y a 1 ou 2 ans, avait dit qu'il fallait sortir de ces 3%. Bon, finalement, on n'en est pas là. Donc l'austérité... Ce que l'on craint, c'est la politique d'austérité qui va nous être imposée, parce que c'est vrai que on voit bien l'état des services publics, notamment, parce que c'est là que ça va taper en premier. Donc l'éducation nationale à la rentrée, avec plus de 40 classes qui sont fermées dans les Côtes-d'Armor, l'état des hôpitaux dans les Côtes-d'Armor qui sont à bout de souffle, mais comme sur le territoire français. Puis il y a d'autres comme ça, d'autres secteurs ministériels, l'inspection du travail, un outil indispensable pour faire respecter le droit des travailleurs,
puis pour veiller à ce que le code du travail s'applique dans les entreprises, il y a de moins en moins d'inspecteurs et d'inspectrices. Donc tous ces secteurs-là, évidemment, ça va pas aller en s'améliorant si Michel Barnier décide vraiment d'essayer de rattraper le déficit. On entend les collectivités locales qui se plaignent beaucoup, là aussi, planent alors pas des licenciements, mais on le voit par exemple au conseil départemental des Côtes-d'Armor, des postes qui ne seront pas remplacés parce que voilà, la collectivité n'a plus les moyens. Là aussi, on enlève de l'humain, on enlève du service public. Ça, c'est aussi la continuité, on va dire, des politiques de déconcentration et de décentralisation de l'État qui font que, d'un côté, on vous donne de l'autonomie, mais on vous laisse vous débrouiller. Et puis, entre-temps, il y a eu les dotations qui ont été largement grignotées. Donc, les collectivités se retrouvent à devoir assumer entièrement des missions qui relevaient normalement des missions de l'État. Donc, c'est une conséquence de décennies de décisions prises successivement par les gouvernements. Mais tout ça, tout est lié en fait. Tout ce qui est progression du néolibéralisme et puis de la décentralisation et puis de l'endettement des collectivités. Au bout d'un moment, ils veulent vraiment que les territoires soient exsangues. Et puis mine de rien, on a beau décentraliser le pouvoir, on se rend bien compte que quelles que soient les réunions dans lesquelles on se trouve, il y a toujours un sous-préfet ou un préfet qui est par là pour représenter l'État, pour garder la main sur tout ce qui se décide. On en parlait hier avec notre invité qui évoquait le cas de l'hôpital de Guingamp, feuilleton très long qui perdure. Voilà, vous parliez de l'état de l'hôpital tout à l'heure. Ça se décide pas forcément sur les territoires. Est-ce que demain, il faudra d'ailleurs une meilleure décentralisation et les moyens qui vont avec ? Moi, je crois que le principal objectif ce qui pourrait résoudre les problèmes en France, ce serait déjà d'écouter la population, de regarder un petit peu par territoire quels sont les besoins, les statistiques des établissements de santé. Enfin, il n'y a qu'à voir, c'est que et puis d'arrêter d'ouvrir le champ à tout ce qui est établissement privé. Enfin, moi, je suis pas pour la guéguerre lucratif, non lucratif, mais quand on leur avait dit de ne pas ouvrir la clinique privée de Plérin, puisque ça allait avoir un impact sur l'activité des hôpitaux publics du département, ils l'ont quand même fait. Et voilà, ça n'a pas raté. On voit ce que ça a donné avec Guingamp. Donc voilà, ça, c'est un premier aspect. Mais c'est vrai que l'hôpital de Guingamp, pour avoir quelqu'un de très proche en ce moment hospitalisé là-bas, il y a une forte pression d'occupation. On ne sait pas où mettre les patients. C'est un hôpital qui a une charge de travail, une charge d'activité qui est importante. Donc c'est un hôpital de toute façon qui nécessite en effet d'être préservé. Et donc j'ai appris récemment il est prévu qu'il soit rénové et avec des bâtiments neufs. C'est une bonne chose. Mais en fait, on a un maillage qui est indispensable à préserver en termes de prise en charge de la santé dans les Côtes-d'Armor comme en France d'ailleurs. Mais dans les Côtes-d'Armor, parce qu'en plus, on a une population qui vieillit, qui est polypathologique, des retraités qui viennent passer la fin de leur jour en Côtes-d'Armor. On a besoin d'accueillir ces gens-là, mais de toute façon, en règle générale, on a besoin de préserver une prise en charge, un accès aux soins équitable pour toute la population. Alors, il y a l'hôpital, il y a aussi les EHPAD, on en parle beaucoup de ces établissements, de ces maisons de retraite, comme on les appelait jadis, avec des conditions d'accueil des anciens pas toujours, on va dire correctes, pour être poli, et des personnels qui sont souvent mal payés, mal considérés, qui ont du mal à faire leur travail au quotidien et qui ne peuvent pas s'occuper des pensionnaires. On voit la même chose également du côté de la petite enfance. On a entendu ces derniers jours beaucoup de choses sur les crèches privées d'ailleurs, mais ça arrive parfois aussi dans les crèches publiques. Est-ce que là aussi il va falloir ouvrir un chantier sur l'accueil des anciens, mais aussi l'accueil des petits? Alors, il y a deux sujets, parce qu'il y a l'existence de grands groupes privés qui rachètent et qui possèdent du coup tout un réseau. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra contrôler. Ça, c'est quelque chose. Il n'y a pas assez de contrôle là-dessus. Non. Et puis, non, on le voit bien. Puis en plus, quand il y a collusion avec, en plus, un ministère, bon. Mais par contre, c'est vrai que ce sont deux chantiers, en effet, qui sont indispensables. Et c'est vrai que la crise du Covid a provoqué aussi chez les personnes un questionnement. C'est que beaucoup de gens se sont mis à se questionner sur le sens de leur travail. Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que j'ai bien été formé pour ce que je fais? Est-ce que j'aurais pas intérêt à quitter mon métier, à faire autre chose? Donc il y a eu tous ces questionnements-là. Et puis c'est vrai que dans le soin, et notamment dans l'accueil des personnes âgées, la prise en charge des personnes âgées et puis des enfants, c'est est-ce que je m'épanouis dans mon boulot? Parce que c'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question de reconnaissance et de différence entre le travail prescrit et le travail réel. C'est le travail prescrit, c'est ce qu'on vous demande de faire, mais c'est ce qu'on vous apprend à faire.
quand vous sortez de l'école, vous avez un diplôme, et puis en fait, ce que les moyens qu'on vous donne pour le faire. Et là, quand il y a trop de décalage, ça crée de la souffrance au travail. Et donc, c'est un sujet, et il y a des problèmes de recrutement, voilà, vous le savez, hein, dans les établissements, les EHPAD notamment, il y a des gros soucis de recrutement, des gens qui se remettent en cause et qui quittent carrément la profession, quoi. Alors, on a eu les Jeux paralympiques également à Paris, et voilà, il y a eu tout un focus mis sur le handicap. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, et que là aussi, c'est un peu à la manière des EHPAD et de l'accueil des crèches. On s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de personnel, que parfois il n'est pas toujours bien formé pour plein de raisons. Là aussi, il y a un chantier à ouvrir sur le handicap. Ce sont des priorités, de toute façon. Là, on est en train de parler du social, du médico-social. Ce sont les priorités, ce sont les besoins de la population. Et ça doit être normalement, on va dire, assumé par un service public, ou en tout cas par des établissements non lucratifs qui ont une délégation de service public. Mais c'est pas la priorité du gouvernement. On l'a vu depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est eux, ce qui leur soucie, c'est plutôt de remplir les poches des actionnaires et des entreprises du CAC 40. Donc c'est compliqué. Ils n'ont pas les mêmes. On dit la même vision, les mêmes priorités, mais évidemment. Alors pour ce qui est de l'impact des Jeux paralympiques, moi j'ai quelques réserves, parce que à Londres ils ont effectué des Jeux paralympiques qui étaient magnifiques pour l'époque en tout cas. Et puis finalement ça s'est écroulé comme un soufflet quelques mois plus tard. Et finalement le bilan aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément peu d'efforts qui ont été faits finalement par les politiques en Grande-Bretagne vis-à-vis du handicap. Donc j'espère qu'en France on subira pas la même chose. Voilà, donc l'avenir nous le dira. Il y a aussi, on parle beaucoup d'immigration aujourd'hui. J'avais envie de vous entendre là-dessus, sur le volet social de l'immigration, parce qu'on n'en parle pas toujours. Aujourd'hui, on a dans beaucoup de secteurs des personnes issues de l'immigration qui travaillent dans des secteurs pas toujours faciles et qui ne sont pas reconnus là aussi. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur l'accueil de ces personnes, sur leur formation, sur leur reconnaissance ? Il y a énormément de choses à faire. Il y a quelques années, quelqu'un me disait, de toute façon, le travail des immigrés en France, c'est les 3D. C'est difficile, dégueulasse, dégradant. Enfin voilà, moi quand je me balade dans les capitales, dans les grandes villes, les métropoles françaises, il n'y a pas beaucoup de blancs qui se tapent tout le sale boulot de nettoyage, et pourtant Dieu sait que c'est des boulots difficiles et qui mériteraient d'avoir une meilleure reconnaissance, c'est clair. Un immigré qui travaille en France, il paye des cotisations sociales, il paye des impôts, il apporte bien plus à la France qu'il ne lui coûte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre à cause du message qui est souvent diffusé par certains courants politiques ou certains médias également. Donc ça aussi, c'est un effort. En fait, on n'arrive pas à intégrer le fait que c'est une richesse d'avoir cette population qui vient travailler en France et qui vient, d'ailleurs, on a tenté dans certains secteurs de revitaliser certains secteurs, on va dire certains secteurs géographiques des Côtes-d'Armor, revitaliser certaines économies locales par la venue de familles d'immigrés pour rapporter de la jeunesse, de la natalité. Et, on a vu la réaction que ça a donné. Je citerai Calac, entre autres. Mais c'est vrai que on a une crainte de ce qu'on ne connaît pas, et du coup ça engendre des réactions d'opposition qui sont en tout cas contraires à ce que nous à la CGT on porte. Avec quand même aussi l'idée de la natalité, vous le disiez, puisqu'on a une France vieillissante, une Europe vieillissante aussi. Il y a un besoin de revitaliser cette Europe vieillissante, justement avec l'apport de population, ce qui passe pas toujours auprès de la population d'ailleurs en France par exemple. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de s'écouter, de se rencontrer, puis de se connaître. Et alors évidemment, ça fait un peu monde des bisounours, mais j'ai envie de dire que c'est du long terme, mais beaucoup de gens en fait ignorent l'histoire de la France aussi. On oublie d'où l'on vient en fait, et ces grandes périodes où il y a eu des grandes vagues d'immigration lors de la reconstruction du pays, des choses comme ça, et des époques qui se sont succédées comme ça. En fait, on a tendance à ne pas s'en rappeler ou à ne pas vouloir s'en rappeler. Et comme je le disais, dans le contexte actuel de la peur de l'autre, du déclassement, du sentiment de déclassement en tout cas, puis de la déception de tout ce qui se passe, en fait, il y a des mouvements politiques qui en profitent, et puis qui en profitent pour véhiculer cette histoire de théorie du grand remplacement, et j'en passe, avec les histoires de religion et de mœurs sociales et compagnie. Enfin voilà, c'est l'occasion pour eux
de véhiculer ce type de propos. Et à nous, en fait, on a notre responsabilité à la CGT aussi, autour de nous et sur le monde du travail, de contrecarrer ces idées reçues par de la formation, par des journées d'études, par de la communication sur ces sujets. Et la CGT devrait lancer normalement en intersyndicale une grande campagne contre les idées d'extrême droite, parce qu'on a vraiment besoin, c'est un sujet qui on en parle comme ça autour d'un café, mais c'est vrai que c'est une cause qui vraiment devient essentielle, parce qu'on voit bien la montée des extrêmes droites partout dans le monde. Elle progresse dans les entreprises, ces idées d'extrême droite? Elle a progressé partout, donc dans les entreprises également. Et elle a progressé en Europe, elle a progressé dans le monde. Alors la CGT fait partie de la Confédération européenne syndicale. Il a des sujets de discussion avec les autres organisations syndicales en Europe sur ce problème. Et au niveau aussi de la CSI, qui est la Confédération syndicale internationale, qui également fait son mea culpa. On est tous en train de se dire qu'on n'a pas assez, pendant des années, on n'a pas assez abordé ce sujet pour se focaliser sur autre chose. Mais il est temps vraiment de mettre ça sur le haut de la pile de dossiers pour vraiment militer là-dessus, quoi. Voilà, sujet éminemment politique et social. On lisait ce matin dans la presse, au niveau social, la fermeture de l'ancienne centrale de Cordemais, près de Nantes, qui produisait de l'électricité centrale thermique au charbon. Une reconversion possible vers une centrale, on va dire, proche des énergies nouvelles. En tout cas, c'était le vœu d'EDF, porté également par les salariés. Finalement, la centrale sera fermée. Est-ce que c'est une déception, là aussi, pour le syndicaliste que vous êtes? Quand une entreprise ferme, c'est toujours une déception, surtout que c'est quand même un sujet en effet qu'on a suivi et qu'on a porté avec les salariés pendant très longtemps, sachant que en plus dans le Grand Ouest on a quand même un gros problème en termes de production d'énergie. On est très très dépendant des autres du réseau, on va dire, français. Donc c'est vrai qu'en Bretagne on a tendance, dans le Grand Ouest en général, on veut pas des éoliennes, on veut pas de ceci, on veut pas de cela, et puis en fait on se retrouve avec une très très grande difficulté lorsqu'il y a des pics de consommation pour assumer l'acheminement du courant. Ce sont des réflexions qu'il faut anticiper et puis qu'il faut suivre en général, mais c'est vrai que la question de la dépense énergétique et puis de l'environnement, ce sont des notions que l'on a intégrées, nous, à la CGT, depuis très longtemps, mais qu'il faut réussir à diffuser et à partager avec le monde du travail en général, parce qu'on est tous le nez dans le guidon sur notre poste de travail, et on se pose pas la question souvent d'où vient le jus, quoi. C'est une question essentielle, et comment il est produit. Et de toute façon, là, avec ce qui nous pend au nez, avec les dérèglements climatiques que l'on subit coup sur coup, et de toute façon, il y a énormément de réflexions à avoir là-dessus, et de pouvoir défendre des projets qui peuvent aller dans le bon sens. Il faut qu'on soit présent, quoi. Là aussi, ça va impacter le monde du travail, la façon de travailler, la façon d'appréhender le travail dans un monde qui change. Alors, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, monde fracturé, on l'aura compris, mais aussi d'un point de vue climatique. La difficulté, c'est que si on est seul déjà à faire des efforts, ça marchera pas. Il faut que tout le monde s'y mette. Et là, c'est pas gagné. Et puis c'est vrai, quand on parle de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de produire, certains parlent même de décroissance. Ce sont des débats qu'on a au sein de la CGT, parce que si on parle de décroissance, on va parler peut-être de perte d'emploi. Donc il y a des choses qui ne sont pas réglées. Donc ce sont des sujets éminemment importants, mais c'est vrai qu'il faut revoir complètement notre façon de produire, et puis aussi d'acheminer les matières premières, d'acheminer les produits finis. Donc là, la CGT, on le porte depuis très très longtemps, de réindustrialiser la France. Ça fait partie des 4 revendications qui seront portées le 1er octobre. Emmanuel Macron avait parlé de réindustrialiser. Oui, tout à fait. Des promesses lors du Covid. On se rappelle de son grand discours qui finalement a fait l'effet d'un pétard mouillé. Et puis ça continue. On voit bien les délocalisations qui se poursuivent. Et donc des suppressions d'emplois sur le secteur français. Et puis donc après, on voit bien l'impact sur l'environnement de tout ce qui est de réimporter des produits une fois finis. Donc, de toute façon, tous ces sujets-là, il faudra le dire à un moment donné, ils sont portés, ils sont forcément nécessairement apportés dans les mobilisations que l'on impacte, donc celle du 1er octobre. Alors justement, une mobilisation le 1er octobre, il nous reste quelques minutes, je voulais vous entendre là-dessus. Première grosse mobilisation depuis la dissolution et depuis les mobilisations du début d'année. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Alors, ça n'a pas été facile d'organiser ce 1er octobre, notamment parce que la CGT était d'abord, donc c'était fin juin, début juillet, était un peu seule à réclamer cette fameuse journée. Puisque, il n'y avait pas d'intersyndicale. Il y avait déjà, d'emblée, il y avait une intersyndicale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a proposé cette mobilisation en vue de ce qui se passait, c'était en anticipation de ce qui allait se passer, on s'était dit qu'il c'était nécessaire qu'on se rejoigne. Et le 1er octobre tombait à peu près sur on estimait les premiers débats à l'Assemblée sur le projet de loi de finances. Qui a été repoussé, ce qui fait qu'on avait choisi le 1er octobre, et d'emblée, certaines organisations syndicales ont adhéré à la proposition, et puis il a fallu l'été, voire 3 mois pour que d'autres soit se positionnent contre, soit se positionnent pour. Il y en a une d'ailleurs qui n'a pas encore pris sa décision, c'est cette semaine. En tout cas, il y a une intersyndicale départementale, nous, à 4 organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaire et Force Ouvrière, on sera présents tous les 4 le 1er octobre. Les 4 piliers des revendications, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, ça c'est clair et net, l'augmentation des salaires et des pensions, parce que les syndiqués retraités avaient déjà bloqué ce 1er octobre également en intersyndicale pour se mobiliser pour leur pouvoir d'achat. La 3e, c'était de mieux financer le service public. Donc on en parlait tout à l'heure. Hein. On est en plein dans l'actualité. On est en plein dedans. Et la 4e, c'est de réindustrialiser la France, mais toujours avec un regard sur les impacts sociétaux, économiques et environnementaux. On pourrait y rajouter les impacts technologiques avec l'arrivée de l'IA qui va aussi bousculer beaucoup de choses dans le monde du travail. Ça, c'est un peu comme l'arrivée du numérique en général il y a quelques années. C'est qu'on avait prédit que certains postes sauteraient dans les groupes bancaires notamment. On a vu le nombre d'emplois qui ont été supprimés, dans la fonction publique également, hein, certains postes qui n'étaient plus nécessaires. Et puis, en effet, l'IA aura probablement un impact aussi qu'il faut jauger. Une dernière question, elle est peut-être un peu plus philosophique et sociale à la fois. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle des syndicats, le rôle de la CGT, c'est d'accompagner à la fois les travailleuses et travailleurs, mais aussi un monde qui change finalement, qui n'est plus celui d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ce sont les 2 jambes de la CGT. Hein. C'est inscrit dans nos statuts. Nous avons d'un côté la mission de défendre l'intérêt collectif et individuel du monde du travail, mais en même temps de militer pour une transformation de la société. Donc on restera, quoi qu'il en soit, toujours vigilant vis-à-vis des transformations de la société et des transformations du travail. Mathieu Nicole, secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin au micro de la matinale. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.